Messieurs, dames, bonjour et bienvenue dans votre émission Qu'en pensez-vous? Aujourd'hui, nous avons l'honneur et le réel plaisir de recevoir pour vous un ministre provincial. Il est le porte-parole du gouvernement provincial de la province de la Mongala. Il est là, il va nous parler de l'état des lieux de cette province sur le plan de l'infrastructure, sur le plan de l'économie, sur presque tout le plan. Étant porte-parole, il a toutes les informations possibles. Alors, au-delà de ça, nous allons aussi parler de l'actualité en République démocratique du Congo, un an du gouvernement Ilunkamba, comment il trouve les choses, la coalition FCC-CACH doit-elle évoluer, doit-elle toujours continuer ou il faut mettre fin? On parlera aussi de l'interpellation de l'épouse de notre bien-aimé ancien gouverneur de la ville-province de Kinshasa, André Kimbuta, au niveau de la justice. Il a été même happé, alors, dans un dossier de spoliation de maison, paraît-il que la dame à l'ancien gouverneur de la ville-province de Kinshasa aurait présenté des documents qui sont incohérents au niveau de la justice et elle risque d'être frappée pour faux et usage de faux. Sur ce, on en parle dans cette émission avec notre invité de marque. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Je rappelle à tous les téléspectateurs que vous êtes ministre provincial, porte-parole du gouvernement provincial de la province de la Mongala. Aujourd'hui, vous êtes à Kinshasa. Nous avons quand même sauté sur l'occasion pour venir vous interviewer pour que vous puissiez nous parler de l'état des lieux de cette province. Vous vous appelez Bosco Mongbele. Merci de m'avoir invité sur votre plateau pour présenter la province de la Mongala, qui est une jeune province, et je suis prêt pour cet exercice. La province de la Mongala, dont vous êtes porte-parole du gouvernement provincial, aujourd'hui, quel est son état de lieu? Tout d'abord, il faut comprendre que depuis juillet 2015, cette province est née à la suite de démembrement du Grand Équateur, parce que à l'époque, la Mongala était l'un des districts de la grande province de l'Équateur. Et à cet égard-là, cette province est nouvelle. Elle est nouvelle par rapport aux critères exigés, n'est-ce pas, pour que l'entité ait ses statuts. Sur le plan juridique, oui, parce que c'est déjà fait, mais sur le plan des infrastructures, en tout cas, je dois sincèrement vous dire que la province ne répond pas, parce que ce sont des vieux bâtiments de districts que la province est obligée d'utiliser, un, comme le gouvernorat, deux, comme le siège de l'Assemblée provinciale, et bien sur le plan infrastructure routière, il y a également de sérieux problèmes parce que nous avons un état piteux de nos routes. Vous savez que la RN6, la route nationale numéro 6, traverse la province de la Mongala, de Bunduki à Akula, et cet axe routier est dans un état piteux, comme je viens de vous le dire. Nous avons également des routes provinciales, routes provinciales prioritaires 1 et 2, qui sont aussi en très mauvais état. Et tout cela montre que nous sommes une nouvelle province et nous avons trouvé cette province dans cet état-là et nous sommes en train de nous battre pour essayer de faire bouger les lignes. Vous êtes en train de vous battre pour bouger les lignes, c'est très bien. Quelles sont les richesses de cette province d'abord? Je crois que depuis la nuit des temps, la Mongala est réputée province agricole, à vocation agricole, à cause de son sol arabe. Voilà, donc ça c'est le premier atout dont nous disposons. Une grande forêt qui a du bois de toutes sortes,
Et aujourd'hui, nous avons mené une mission de prospection en ce qui concerne le sous-sol de la province, parce que depuis là, rien n'a été dit concernant le sous-sol de la province. Et la mission de prospection a fini son travail et a fait son rapport. Et le rapport fait état des indices de minéralisation chez nous à la Mongala, précisément du diamant et de l'or. Et nous avons partagé l'information au niveau du ministère national des Mines et nous avons même contacté les coordonnateurs de la cellule technique de planification minière. Nous avons contacté le secrétaire général aux mines pour recevoir des conseils pratiques par rapport à la loi, parce que nous voulons passer à l'étape de l'exploitation artisanale. Donc nous avons du bois, nous avons le sol arabe, nous avons aujourd'hui la présence en fait des indices de minerais chez nous. Vous avez du bois, vous avez de la terre. Ce qui m'intéresse plus, la terre. La terre, c'est par exemple sur le plan national, à une certaine époque, il y avait le grand projet de Boukangalonzo qui a échoué. Aujourd'hui, vous avez une terre fertile, riche, qu'on peut exploiter sur le plan de l'agriculture. N'avez-vous pas conclu peut-être des contrats publics-privés ou des contrats publics-publics, puisque nous sommes dans une décentralisation, une province peut prendre des initiatives pour faire développer, pour se développer. Alors, sur le plan de l'agriculture, qu'est-ce que le gouvernement provincial a-t-il fait pour exploiter la terre uniquement avec l'agriculture? Vous avez tout à fait raison au regard de la loi portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces. La province de la Mongala est une personne morale dotée de personnalité juridique et à ce titre-là, elle est en droit de poser des actes, n'est-ce pas, juridiques vis-à-vis des tiers en toute indépendance et pour le fonctionnement et l'organisation de la province, parce que la province doit vivre. Très bien. Alors, sur le plan de l'agriculture, parce que c'est notre premier atout, un sol arabe, un sol propice à toutes sortes de cultures, nous avons effectivement noué un partenariat avec quelques firmes nationales comme internationales. En l'occurrence ici, je peux citer un cas, l'entreprise Bodine Fils et Sarl. Nous avons signé un protocole d'accord pour que nous puissions, avec les concours des partenaires de cette entreprise Bodine Fils, n'est-ce pas, réaliser une plantation de rente de 150 000 hectares dans une période de 5 ans, en raison de 30 000 hectares par an. C'est-à-dire que là, nous allons faire une plantation de palmiers, de cacao, etc. Nous avons également, avec ces partenaires, conclu un protocole d'accord pour que 15 000 hectares soient exploités pour développer l'agriculture vivrière d'autosuffisance. Voilà un peu en résumé, c'est les initiatives que nous avons prises dans les domaines de l'agriculture et nous sommes d'ailleurs on peut parler avec l'ambassade de la République de Serbie pour que la République de Serbie, qui a une expertise en matière agricole, puisse également nous aider en ce qui concerne les semences, en ce qui concerne la technologie moderne, parce que nous voulons booster la production agricole chez nous. Très bien. J'espère que ce sont des bonnes initiatives puisque nous sommes un média du changement.
Et parfois, on pose de telles questions pour montrer aux gens qu'il y a il y a certaines autorités au niveau provincial qui travaillent aussi. Et ça nous fait énormément du bien puisque c'est les Congos qui doivent gagner. Et j'aimerais, n'est-ce pas, aller jusqu'au bout dans cette logique-là. Ouais. Booster la production agricole est une chose, mais évacuer cette production en est une autre. Vous aviez même anticipé ma question, puisque j'allais poser la question de savoir, avez-vous des routes à dessert agricole, ça c'est de un, des routes qui peuvent vous amener à communiquer avec d'autres provinces facilement pour qu'il y ait l'échange interprovincial. Justement, je crois que dans la première partie de l'émission, j'ai fait allusion, j'ai fait un état des lieux des infrastructures routières et je vous ai dit que nos routes sont dans un état de délabrement avancé, total. Et par rapport à cela, le gouvernement provincial a également conclu un protocole d'accord avec une firme chinoise. Et la firme est dénommée Paradigma Limited, qui va travailler les tronçons de la route nationale numéro 6 à partir de Bunduki. Bunduki, c'est notre frontière avec le Bazouélé. Et les travaux vont passer par Bumba, qui est notre ville économique, Lissala, qui est notre ville administrative, le chef-lieu de la province, jusqu'à la rivière Akula, qui est la frontière avec le sud Ubangi. Donc, Paradigma est en train de réaliser ces travaux de réhabilitation de ces tronçons et je vous dis sur fonds propres de la province. Nous avons également, comme je l'ai dit dans la première partie, des routes prioritaires provinciales 1 et 2 et de ce côté-là, nous avons conclu un protocole d'accord avec les sociétés qui œuvrent dans la province pour qu'en compensation de leurs obligations fiscales, que ces sociétés puissent travailler, n'est-ce pas, ces routes de dessert agricole. Et tout ceci, c'est pour nous permettre, de faciliter la production, l'évacuation de la production agricole de nos paysans, et de deux, pour ouvrir, en fait, désenclaver la province, parce que une fois les tronçons de la RN6 est réhabilité, nous serons ouverts à la province de Bazouélé, même à la province de Tchopo, et aussi à la province du Sidou-Bangui, et de l'autre côté, avec la route Lissala-Boussinga, nous allons, n'est-ce pas, nous serons ouverts à la province du Nord Uban. Très bien. À propos de la rétrocession, y a-t-il des avancées? Il y a toujours des soucis, puisque c'est un cas qui a toujours freiné aussi l'épanouissement de nos provinces. Je crois que nous sommes en train de travailler dans un contexte extrêmement et particulièrement difficile en ce qui concerne les finances, parce que aujourd'hui nous faisons plusieurs mois d'arriérés par rapport au versement de la rétrocession. Je me permettrai même de dire... C'est parce que la province ne produit pas assez, ou elle produit, mais le gouvernement central n'arrive pas à rétrocéder à temps. Non, le versement de la rétrocession est devenu depuis plusieurs mois hypothétique. Je crois que ce n'est secret pour personne et on ne se gêne pas de le dire tout haut. Pratiquement toutes les provinces aujourd'hui se sont repliées sur elles-mêmes parce que les frais de rétrocession n'arrivent pas. Mais j'aimerais également souligner ici... Mais dis-moi, elles produisent. Oui, les provinces sont en train de travailler, mais la rétrocession n'arrive pas. Ça, ce n'est secret pour personne. Merci beaucoup. Très bien. On se retrouve après cette virgule.
que ce n'est pas vraiment un secret, les soucis de la rétrocession. Alors, comment vous faites pour vous en sortir maintenant? Je crois que c'est un réflexe de survie qu'on peut voir dans les comportements de tous les chefs provinciaux et des membres des exécutifs provinciaux. C'est-à-dire que nous sommes obligés, cette situation, c'est aussi une belle aubaine pour nous, pour essayer de travailler afin de maximiser nos capacités de mobilisation des recettes locales. Et chez nous à la Mongala, nous avons procédé à la restructuration de la régie financière qui est dénommée Dégermont. Et aujourd'hui, nous avons également l'expertise de Trinix. Trinix, c'est un organisme qui nous aide, n'est-ce pas, par des méthodes technologiques à faire un bon recouvrement. Et cette stratégie est aujourd'hui payante et les effets positifs de cette stratégie nous permettent aujourd'hui de travailler les routes, comme je viens de vous les indiquer. Nous sommes également dans la voirie urbaine, précisément à Lissala et à Bumba. Sur fonds propres de la province, nous sommes en train de travailler. Et hormis cela, avec cette petite cagnotte de recettes locales, le gouverneur fait face, n'est-ce pas, aux émoluments des ministres et également à la prime provinciale que la province doit aux députés provinciaux. Donc c'est vraiment un combat pour notre gouvernement provincial et nous sommes en train de nous battre tant bien que mal. Les choses sont en train de se faire et je crois que les compatriotes de la province de la Mongala voient ce que nous sommes en train de faire. Parlons un peu de l'aspect sécuritaire. Quels sont les vrais problèmes dans ces domaines chez vous là? Avez-vous des milices aussi là-bas qui tracassent la population? Globalement, la province de la Mongala a eu la grâce de vivre en paix depuis des années. Nous n'avons pas de gros problèmes de sécurité par rapport à nos compatriotes du Nord Kivu, du Sud Kivu, de l'Ituri. Et chez nous, les choses se passent bien. Il y a la sécurité, hormis quelques cas de banditisme que la police nationale, avec le général de la Croix Kiana, nous sommes en train de mater tous ces réseaux de bandits. Je crois que c'est un peu le cas en ce qui concerne la sécurité que nous enregistrons de temps en temps. Mais dans l'ensemble, en tout cas, tout va bien. Et quelques compatriotes en uniforme au niveau des forces armées, au niveau de la force navale et même de la police qui se comportent en des civiques et sont également sanctionnés pour que ces comportements, ces velléités puissent être découragés. La justice aussi, ça fonctionne bien sur le plan provincial, puisque nous avons l'état des droits ici à Kinshasa, on sent que ça bouillonne matin, midi, soir. Tout à fait, parce que la province de la Mongala, ce n'est pas une entité entièrement à part. Bien sûr. Donc c'est une portion de la République démocratique du Congo. Les réformes qui sont en train d'être menées au niveau de la justice à partir de la capitale, Kinshasa, ces réformes impactent
positivement également sur le fonctionnement de la justice dans nos provinces et en particulier dans la province de la Mongala. Nous sentons que les magistrats, la justice en général, est en train, n'est-ce pas, de s'émanciper en faisant bien son travail. Très bien. Passons maintenant à un autre chapitre, c'est la politique nationale du pays, puisque vous êtes aussi acteur politique, en même temps ministre provincial, c'est bien. Coalition FCC cache, un an après, un an bien sûr de gouvernance. Après, quel bilan faites-vous sur le plan national du pays? Et puis, quelles sont les avancées, les régressions? Est-ce que nous avons vraiment avancé? Est-ce qu'on a fait du surplace? Est-ce qu'il faudrait-il mettre un terme à cette coalition pour mettre en place un autre schéma? Comment vous dites? Bon, à ce sujet, moi, je suis plus réaliste. Très bien. Les élections se sont déroulées en 2018. La CENI a publié les résultats. Les cours et tribunaux, et même la Cour constitutionnelle, je crois, là, bien sûr, a validé les résultats. Ouais. Donc, nous sommes obligés d'accepter les résultats de la CENI. Ouais. Nous avons à la tête du pays son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est lui le président de la République. Et au niveau du Parlement, nous avons, n'est-ce pas, une majorité parlementaire qui est tenue par les FCC et alliés. Donc, pour gouverner le pays, pour gérer le pays, le président de la République, bien qu'il ne soit pas du FCC, est obligé de s'asseoir sur la majorité parlementaire tenue par les FCC. D'où la coalition. Très bien. Et nous devons comprendre, moi en tant que réaliste, je dois comprendre que la coalition va toujours avoir des problèmes pendant son parcours. Ça c'est évident. Parce que nous n'avons pas un groupe homogène qui a une même vision, mais nous avons là des groupes qui sont obligés de faire un mariage pour l'intérêt général. Ouais. Personnellement, je comprends que de temps en temps, qu'il y ait des divergences, mais ce qui est plus important est que les leaders de ces deux groupes puissent maintenir le dialogue. Il faut que le dialogue soit permanent. Et il faut également que les membres de ces deux grandes familles politiques qui travaillent aujourd'hui en coalition, que chacun mette de l'eau dans son vin pour que l'intérêt général du peuple congolais soit, n'est-ce pas, priorisé. Et c'est comme ça que nous allons essayer, nous allons marcher jusqu'en 2023. Nous sommes obligés de soutenir cette coalition. Nous sommes obligés de conseiller aux uns et aux autres pour que, en tout cas, à tout moment, que les dialogues soient permanents, que les divergences soient aplanies, et je crois que c'est la voie de la sagesse. Quant au bilan, je crois que les défis sont énormes. Dire aujourd'hui que rien n'a été fait, je crois que je vais me mettre dans la posture d'un négativiste absolu. Ouais. En tant qu'intellectuel, en tant que politique congolais, moi je ne veux pas de cette posture. Je crois qu'il y a des choses qui se font. Il y a la volonté. Nous voyons le chef de l'État et je crois que l'opinion publique nationale lit dans le comportement du chef de l'État cette volonté, cette détermination de laisser des traces, de faire quelque chose, de faire bouger les lignes. Et c'est ce qui est positif et c'est ce qui est encourageant. Hormis quelques divergences, comme je venais de le dire là, ce sont des divergences naturelles
dans les cas de toutes les coalitions à travers le monde, l'essentiel est qu'il n'y ait pas de tirage de ficelle, mais que nous soyons là pour essayer de prodiguer conseil, n'est-ce pas, afin que les choses aillent de l'avant. Une question qui m'a été posée par un internaute qui reste au niveau du Canada. Que faudrait-il faire pour mettre fin à l'insécurité de l'Est du pays? Bon, je crois que face à cette question, nous avons plusieurs options. L'option numéro 1, c'est l'option militaire. Un pays doit disposer de la capacité militaire pour, n'est-ce pas, la sécurité des personnes et de leurs biens. Et à cet effet-là, à cet égard, je crois que la République démocratique du Congo, par les FARDC, doit travailler comme elle est fait pour essayer de mettre hors d'état de nuire tous ces groupuscules, toutes ces milices dans l'est de notre République qui sont en train, n'est-ce pas, de malmener nos paisibles compatriotes. Ça, c'est la première option. La deuxième option, c'est, je crois, c'est l'option dialogue. C'est-à-dire que, en même temps que nous sommes en train d'exercer la pression militaire sur tous ces hors-la-loi, nous devons également envisager d'entrer en dialogue avec leurs leaders. Je crois que c'est une stratégie qui est en train de payer parce qu'aujourd'hui, dans les forces armées nationales, nous avons des généraux qu'on peut appeler aujourd'hui des ex-miliciens. Ouais. Ils sont devenus tout simplement par la force du dialogue. Moi, je crois que nous devons maintenir ce dialogue-là et évidemment à plusieurs paliers au niveau des groupements, au niveau des secteurs, au niveau des territoires, au niveau des provinces. Et il faut, n'est-ce pas, amorcer ce dialogue-là et les maintenir en même temps que nous sommes en train d'exercer une pression militaire si c'est hors la loi. Et il faut comprendre que c'est un processus qui va prendre du temps. Qui va prendre du temps avant de se matérialiser en quelque sorte. Tout à fait. Que dites-vous des gens qui pensent que certains Congolais qui restent ici à Kinshasa seraient de mèche avec ce qui se passe à l'est du pays? Je crois qu'il y a à boire et à manger dans ce qui se passe dans l'est du pays. Nous lisons, nous apprenons et je serais un fourbe, un menteur pathétique aujourd'hui si je me permets de nier ce que vous alléguez. Mais ici, une fois de plus, c'est le travail des instances judiciaires pour essayer, n'est-ce pas, d'enquêter et d'interpeller le présumé responsable pour qu'ils répondent de leurs actes devant la justice. Je crois que c'est le seul moyen pour nous de mettre fin à cette complicité des responsables, des nationaux dans ce qui se passe dans l'est de notre pays. Dernière question, c'est une question d'actualité. Affaire spoliation maison, c'est devenu un peu compliqué. Et certains dignitaires du régime passé, aujourd'hui, je peux dire, est-ce que sont-ils humiliés ou remis, bien sûr, sur le bon chemin? Je ne sais pas. Ngoïka Sanji qui venait d'être déguerpi il y a quelques temps. Aujourd'hui, c'est l'épouse à l'ancien gouverneur de la ville-province de Kinshasa, André Kimbuta, qui a aussi de sérieux problèmes au niveau de la justice. Qu'est-ce qui se passe réellement? Spoliation de maisons. Est-ce que les maisons déjà ont été spoliées par des hommes forts? Je pense que la vérité est que la gestion de la res publica a été pathétique dans les années passées.
il y a eu beaucoup de choses qui se sont produites et aujourd'hui, la justice congolaise qui est en train de s'émanciper, qui est en train, n'est-ce pas, de travailler en toute indépendance, comme le lui reconnaît la Constitution de la République, est en train de faire un travail de titan pour l'intérêt de la République démocratique du Congo. Nous ne pouvons pas continuer avec l'impunité. Je crois que l'impunité, c'est l'une des choses qui attire la République vers le bas. Et à ce stade, je crois que nous devons nous taire, laisser la justice faire son travail et nous allons peut-être avoir des commentaires après les conclusions du travail qui est en train d'être fait par la justice congolaise. Condamnation de Vital Kamerhe, ça vous dit quelque chose? Je crois que ce qui s'est passé sur le plan pédagogique est plein d'enseignements pour les gouvernants congolais. La gestion de la chose publique doit se faire dans la transparence. Il faut éviter de faire de l'opacité un mode de gestion de la chose publique. C'est la grande leçon que nous tirons. Et ce qui s'est fait avec le procès de 100 jours, c'est à une portée pédagogique terrible pour les gouvernants actuels et pour la jeunesse, parce que c'est la jeunesse qui va gouverner le pays demain. Nous sommes arrivés à la fin de notre entretien avec le ministre provincial porte-parole de la Mongala, M. Bosco Mombele, qui a accepté de nous recevoir dans ce cadre. Alors, messieurs, dames, acceptez de suivre son dernier mot et puis nous allons nous retrouver plus tard. J'aimerais tout simplement dire que la province de la Mongala, c'est une jeune province qui est en train de se battre pour faire bouger les lignes, comme je l'ai dit dans mon exposé. Et ici, j'aimerais appeler mes compatriotes, mes frères et sœurs originaires de cette province, d'amener leur petite pierre de contribution à l'édifice Mongala, parce que ensemble nous sommes forts. Ensemble, nous les hommes et femmes ordinaires, nous allons faire des choses extraordinaires. Nous sommes prêts et ouverts aux critiques qui cadrent avec les valeurs républicaines pour que nous qui sommes au pouvoir aujourd'hui à la Mongala, nous puissions travailler pour l'intérêt général. Donc, amenez-nous vos petites pierres de contribution et non les marteaux qui détruisent. C'est bien compris. Merci à Gims et à très bientôt.